Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde en direct comme chaque soir. On parle ce soir de la France qui ouvre un nouveau front après le Mali. Les soldats français sont ce soir en Centrafrique, on va en parler. C'est le précaré de la France, entre autres. On se souvient du sacre de Jean Bedel Bokassa, sacré empereur. Et puis Bokassa destitué 2 ans plus tard, en 79. On en parlera peut-être parce que ça résonne évidemment cet événement dans les rues de Bangui. Pourquoi François Hollande engage des troupes françaises en Centrafrique? On va essayer de répondre à cette question simple en apparence. Elle s'engage pour des raisons humanitaires, dit Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. 1200 soldats seront sur le territoire, parmi eux les 400 soldats qui étaient déjà basés à Bangui. Des massacres ont eu lieu, on en reparlera évidemment, 400 morts, environ 400 morts à Bangui. On y reviendra, mais y a-t-il d'autres motifs qui engagent nos troupes? On va essayer d'y voir un peu plus clair. La France isolée en Centrafrique et applaudie par les États-Unis. On va le commenter évidemment à travers cette intervention. Est-ce que on ne revient pas sur un mot qui a fait couler beaucoup d'encre? Vous vous souvenez, le mot France-Afrique, c'est un vrai débat évidemment qui suscite souvent la polémique. Et puis on reviendra sur la déclaration de François Hollande parce qu'il y a un président intérimaire. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier, vous qui nous regardez. Et le président François Hollande a dit qu'il n'était pas à la hauteur. Évidemment, ça inquiète beaucoup les citoyens dans Bangui. On va faire le point ce soir sur ce dossier. La France est-elle devenue ou redevenue le gendarme de l'Afrique? On en parle ce soir. lcp.fr, lejd.fr, évidemment, vous connaissez l'adresse de notre partenaire. Et puis, #CVR, vous avez déjà commencé à tweeter. Merci pour tous les tweetos qui réagissent avant, pendant et après. Et puis, les tweets, vous les voyez en bas de l'écran et nous les commentons. 4 invités sont avec nous ce soir sur le plateau pour y voir un peu plus clair. Pouria Amir Chahi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste des Français de l'étranger. Pour être précis, votre circonscription, j'ai bien regardé, s'arrête au Niger. Vous n'allez pas jusqu'en Centrafrique. Merci d'être avec nous. Vous étiez exprimé à propos du Mali. On écoutera évidemment votre position sur l'intervention française en Centrafrique. Guy Tessier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Député UMP des Bouches-du-Rhône. Vous êtes ancien président de la Commission de la Défense ici à l'Assemblée nationale. On écoutera votre regard, votre position, vos critiques peut-être sur cette intervention. Et puis sur ce plateau, 2 experts sont avec nous. Je salue Isabelle Lasserre. Bonsoir. Rédactrice en chef adjointe au service étranger au Figaro, correspondante diplomatique. Et puis votre livre, parce que peut-être qu'il fera écho au débat de ce soir, on découvre la couverture, notre guerre secrète au Mali, les nouvelles menaces contre la France. Il est sorti chez Fayard. Merci d'être avec nous. Et puis enfin, un historien, c'est important de faire un peu d'histoire quand on parle de Centrafrique. Jean-Pierre Batte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes chercheur au CEMAF, qui est le Centre d'études du monde africain, qui dépend du CNRS. Et puis je voulais présenter ce livre parce que c'est un livre qui est une mine d'informations. C'est un travail de chercheur. Excellent livre. Pour tous ceux qui s'intéressent au sujet. Vous avez eu accès aux archives Focard, et pas seulement, parce que Focard est mort, mais il reste encore beaucoup d'acteurs de ce dossier que vous avez rencontrés. C'est 5 ans de travail, presque 10 ans de recherche, ce livre. Il est sorti chez Folio Histoire Inédit. Alors évidemment, pour les amoureux d'histoire, les étudiants, les chercheurs, c'est le livre incontournable quand on s'intéresse à cette période. Merci d'être avec nous. On vous écoutera dans quelques instants. Regardez d'abord ce sujet pour y voir un tout petit peu plus clair en matière d'image. C'est évidemment une intervention militaire validée par l'ONU. Les soldats français sont sur place, sont ce soir à Bangui. Opération militaire et peut-être plus, comme nous l'explique Katia Gilder. Accueillis comme des sauveurs dans les rues de Bangui, en blindé ou à pied, les soldats français patrouillent dans la ville. Leur seule présence semble avoir un effet dissuasif dans ces mêmes rues qui résonnaient il y a quelques jours à peine des tirs d'armes lourdes. L'armée française agit sous mandat de l'ONU en appui de la force panafricaine présente en Centrafrique, chargée de rétablir l'ordre. Sur le terrain pourtant, les 1600 soldats de l'opération Sangaris sont en première ligne. Et la progression est rapide. Les troupes sont déployées à Bangui, la capitale, mais aussi au nord et à l'ouest, à Bouar et Bossangoa, des villes plus isolées. L'objectif est désormais de neutraliser les groupes armés, les milices des ex-rebelles de la Séléka, en majorité des musulmans, mais aussi les anti-Balaka, ces groupes d'autodéfense chrétiens constitués en réponse aux exactions commises ces dernières semaines. Pour l'instant, nous avons patrouillé, montré que nous sommes là de manière forte et accueillis comme tels, pour montrer à tous ces groupes organisés plus ou moins, ces groupes qui sont soit en ville, soit dans la forêt, que la période
d'impunité était terminée et qu'on rentrait dans une phase nouvelle diligentée par la communauté internationale. Une opération qui s'annonce difficile car la plupart de ces groupes agissent sous la coupe de seigneurs de guerre locaux, hors de contrôle du pouvoir central. Et ce nouveau front ouvert en Afrique suscite déjà beaucoup de questions. La mission sera-t-elle financée en période de fortes contraintes budgétaires? Et jusqu'à quand la France va-t-elle rester sur place? Une mission d'autant plus délicate que l'ancienne colonie agit sur son précaré historique. La Centrafrique, un pays d'or et de diamants, là où Jean Bedel Bokassa avait assis son empire il y a 40 ans, avec le soutien de la France, alors présidée par Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, retour en plateau. Il y avait des questions que je cherche d'ailleurs d'internautes du JDD qui disaient mais est-ce que la France, comme les Américains, vont devenir les gendarmes du monde? Parce qu'il y a peut-être comme ça d'idées. Il y a le Mali où nous avons des soldats. Et puis il y a depuis quelques jours maintenant la Centrafrique. Pour Yamir Chahi, on a entendu ce sujet de Katia Gilder, raison humanitaire, on l'a entendu. Des hommes et des femmes sont morts en Centrafrique, à Bangui. Est-ce que vous vous posez des questions? Parce que quand on regarde le sujet Centrafrique, on se pose plus de questions qu'on a de réponses. Est-ce que ce soir, vous vous posez des questions sur notre présence, sur l'intérêt d'y être? Est-ce que vous avez des doutes, tout simplement? En tout cas, je comprends qu'on puisse en avoir. Donc il faut profiter de ce genre de moments pédagogiques pour au moins expliquer les enjeux. Après, est-ce qu'on a raison ou pas? La question évidemment se débat, se mesure. Moi, je crois que oui, à plusieurs conditions. La première, c'est que ça ne dure pas, donc il faut s'en donner les moyens. Mais il faut peut-être resituer l'enjeu centrafricain au-delà de ce que des médias un peu pressés peuvent laisser entendre. On a le temps. Il se passe quelque chose en Centrafrique, on reparle de Bokassa, mais c'était il y a longtemps. L'armée française intervient. Et puis pourquoi? Bon, donc c'est assez confus. Dans la rapidité du système médiatique, tout ça va vite. La Centrafrique est encerclée d'États instables ou à enjeux politiques et géopolitiques lourds. Cameroun, Soudan, Tchad. Les deux Soudans, bon. Je crois qu'il y a combien de frontières? 9 avec la Centrafrique. Je ne dois pas être loin. Bon. Donc, il en va d'abord, pour les Centrafricains eux-mêmes, d'une stabilité, donc de la reconstruction d'un État qui s'est totalement effondré. Premièrement, comme d'ailleurs d'autres États riverains. Pour d'autres raisons, pour d'autres enjeux géopolitiques, mais il s'est effondré. Donc la première des choses à faire, je pense que c'est le vœu des Centrafricains, c'est un État capable, qui a ses missions régaliennes et qui peu à peu reconquiert sa capacité. Mais pas besoin des Français, enfin je veux dire c'est un État. J'y viens. Mais ça c'est pour comprendre que par ailleurs, si l'État centrafricain continue d'être aussi fragile et dans le chaos généralisé permanent, que devient la Centrafrique? La base arrière de tous les groupes qui par ailleurs s'affrontent dans les pays riverains. D'un point de vue géopolitique, c'est en plus d'être désastreux pour les Centrafricains eux-mêmes, désastreux pour toute l'Afrique qui se retrouve dans une situation de chaos et elle-même menacée, et donc, par voie de conséquence, peut menacer l'Europe, etc. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Après, est-ce que c'est à la France de régler ce problème? En vérité, dans l'idéal, non. Répondez pas à toutes mes questions, parce que moi j'ai lu, il y a des diamants, il y a de l'or en grande quantité, il y a de l'uranium. Comme ça, les Français qui regardent le dossier, qui disent tiens, est-ce qu'il y a un intérêt, comme ça, répondons assez rapidement, est-ce qu'on a un intérêt économique autour de ces trois minerais importants et pierres précieuses? Alors je fais très très court pour laisser la parole aux autres invités, mais simplement je reprends le fil. Dans l'idéal, la France n'a pas à intervenir. Bon, elle le fait parce qu'elle est en situation, il y a un mandat de l'ONU, c'est une demande africaine. Encore faut-il que derrière, il y ait très rapidement une reprise en main par les Africains eux-mêmes et une solution politique. Quant à la question des intérêts économiques cachés, on a un tweet, on n'a pas simplement le choix, étant donné les ressources minières, nous dit ce tweetos, rêve de stature de grand homme d'État, François Hollande. Voilà, c'est un tweet très court, mais qui dit bien ce que ça veut dire. On n'a pas le choix parce qu'il y a des ressources minières. Guy Tessier, vous dites quoi? Oui, est-ce qu'on est sur les mines? C'est le tweet. Je ne vais pas répondre aussi directement. Je crois qu'il y a le fond et la forme. Sur la forme, bien entendu, je pense que on ne peut pas continuer à voir ces peuples africains s'entre-déchirer, être massacrés, être en proie à des milices à majorité musulmane d'ailleurs dans ce cas-là, puisque 80% de ce pays est chrétien, et donc rentrer dans la spirale de la violence et la longue descente dans les enfers. Donc je pense que, moi je ne vais pas me défausser. Je pense que ce que fait la France aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle faisait hier.
Hier, c'était du temps du général de Gaulle. Oui, en passant par tous les autres Par tous les présidents. autres, d'accord. Non, Ouais. mais Et donc, je trouve, ce qui est très étonnant, j'entends mon collègue, c'est la justification d'une géostratégie africaine, etc. pays en danger. Voilà, pays en danger. Alors, bien entendu que le pays est en danger. Mais le premier des constats, c'est qu'après 50 ans d'indépendance, l'Afrique est incapable de se défendre. Et qu'il n'y a même pas de force africaine suffisamment équipée ou armée, fût-elle l'armée sud-africaine qui était considérée à un moment donné comme une armée puissante et capable d'intervenir dans des situations de crise, qui puisse intervenir. On voit bien. Et donc, On voit bien. Et donc, nous revenons à la Franc-Afrique. Pourquoi Et les socialistes confrontés à la réalité de la gouvernance se retrouvent dans la même situation que les gouvernements passés. Pourquoi ? Parce que je vois qu'une fois de plus, c'est les Français qui arrivent, c'est les Français qui sont seuls, comme au Mali. Au Mali, on nous a fait croire qu'il y avait une On s'est retrouvés bien seuls. Bien sûr, une cohorte de gens, enfin, d'Africains, qui allaient, on les attend encore. Bon, et là, nous... Alors, ça fait combien de temps que vous je- n'êtes pas allé en Afrique ? Dites-moi, franchement, ça fait combien de temps ? un an. Et au Mali ? Enfin, en Afrique, Et au Mali ça dépend laquelle. Si vous parlez de l'Afrique du Nord, j'y étais il y a un mois. Non, je parle maintenant, de, si si c'est vous avez l'Afrique, parlé du Mali. il y a- Parce que moi, il y a- j'y étais au Mali, je peux vous assurer il y a que un an. moi-même qui était plutôt... Je me permets de vous interrompre Oui, oui. sur un sujet. Mais vous c'est- tracassez pas, je ferai moi- pareil si je dois le faire. Moi-même qui était un peu... comment dire, je prenais les choses avec prudence, surtout dans ce rapport de la France avec le continent africain, pour des histoires mémorielles, pour des histoires d'intérêt, pour la raison même que j'ai honni toute ma vie la France-Afrique, justement. Les Africains eux-mêmes, les Maliens en particulier, demandaient cette intervention. Oui, Dès mais lors qu'elle était... Mais ils l'ont toujours demandé. C'est pas vrai. Mais c'est faux. Mais c'est pas vrai. Écoutez, vous êtes un très jeune député. C'est vrai. Alors, vous connaissez peut-être l'Afrique. Votre mandat de député des Français de l'étranger vous permet de voyager beaucoup dans ces pays, et c'est tant mieux. Mais vous connaissez mal l'Afrique et vous bon connaissez mal les Alors- Africains. Parce que ça a toujours été le cas. Et On vous a connaissez Isabelle toujours Lasserre été ovationnés, puisque nous sommes toujours arrivés sur des situations de crise. Vous penseriez que c'est parce que l'État est socialiste qu'aujourd'hui on est Non, mais j'ai ovationné? pas dit ça, Ah vous bon, m'entraînez d'accord. sur une Isabelle polémique Lasserre, inutile. D'accord, j'ai vraiment d'inquiétude. Et Jean-Pierre Batte, qui tient une beaucoup polémique à ce inutile, thé à son nom, Isabelle Lasserre, les questions que l'on se pose, on est rentré de plein pied. Moi, j'ai posé 2 questions simples. Les questions qu'on se pose sur ce conflit, cette intervention, on a glissé sur les ressources minières, et puis nous voilà partis sur le mot, à peine le débat commencé, le mot France-Afrique. Est-ce que de nouveau, nous sommes de plein pied dans ce débat de la France-Afrique qui avait été souvent balayé par Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy et quelques autres? À la fois oui et non, parce qu'il y a quand même une différence avec la France-Afrique, et qui est d'ailleurs indirectement liée au Mali et en Libye. En Libye, on est intervenu, l'intervention n'est pas allée à son terme. Donc quand l'État libyen s'est effondré et que Kadhafi est tombé, tous les groupes islamistes ont complètement proliféré et ont pillé les arsenaux et sont allés s'installer au nord du Mali. On est intervenu au Mali parce qu'il y avait un réel problème de sécurité, une réelle menace terroriste pour la France et pour l'Europe. Et ça, c'est différent de la période classique de la France-Afrique. Aujourd'hui, on a un nouveau problème qui est la possible création d'un nouveau trou sécuritaire au centre de l'Afrique Évoqué et la par Courrier possibilité Michel. que tous ces groupes djihadistes qu'on a éparpillés en tapant dans la fourmilière se retrouvent En base arrière. Centrafrique. Donc l'opération, elle est totalement justifiée. Et les buts ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on a eu pendant très très longtemps. Vous pour me la dites que tu France-Afrique. parles de la Libye, Isabelle Le problème, Lasserre. c'est La que... Libye, non, le Mali, non, effet domino. j'ai dit indirectement, quand même, indirectement. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes aujourd'hui. C'est que, pour l'instant, il paraît totalement illusoire que les armées africaines prennent le relais, à part 2 ou 3 pays, dont le Tchad. Les armées africaines ne sont absolument pas au niveau et ne le seront pas plus, il ne faut pas se leurrer, ni au Mali, ni en Centrafrique, ne seront pas capables de faire le job dans 6 mois. Et donc, on risque de rester plus longtemps. Et le deuxième problème... Donc le bourbier, c'est l'idée qu'on s'embourbe. Mais c'est qu'il n'y a pas que la France-Afrique, c'est que la question des trous sécuritaires, elle s'est posée au Nord Mali il y a un an, aujourd'hui en Centrafrique, et demain au sud de la Libye. Donc l'histoire est totalement sans fin. Maintenant, sur les Français sont partis seuls au Mali, etc. Ils étaient ravis de partir seuls. Ils étaient sans doute ceux qui maîtrisaient le mieux l'opération, et c'était parfaitement comme ça. Tout le reste, l'Europe, etc., On s'y c'était de retrouvait tout l'affichage seul. politique. On ok ne peut- Tout le monde voulait y aller tout seul, et ça s'est très très bien passé. Oui, c'est vrai que ça a été Le salué en problème, tout cas. il est- Les ouais, Américains ouais. applaudissent en disant regardez le leadership des Français, c'est ce que j'ai Oui. lu dans le Figaro. Alors qui est- le leadership, c'est aussi en creux. Et Jean-Pierre Batte. Il y a un vrai leadership, mais c'est aussi parce qu'il y a un retrait des États-Unis. Bien sûr. Donc la Et France ils applaudissent paraît, d'ailleurs. Hein, voilà. Armez-vous et partez. Ah, c'est ça, nous on est très fiers, c'est ce qu'il dit.
disent, hein, du Mais leadership. Non à la guerre, sinon il faudrait être partout en Afrique, nous dit ce tweetos-là en direct. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai Bien sujet. sûr. On ne peut pas approuver une intervention comme celle-ci, nous dit le JDD, elle manque totalement de clarté. On nous dit que les troupes françaises doivent être sur place pour éviter les conflits entre musulmans et chrétiens et les autres pays européens. Que font-ils? C'est pour prolonger ce que vous dites, Isabelle Lasserre. Jean-Pierre Bac, juste un peu d'histoire. On a resitué l'enjeu géostratégique de ce pays qui pourrait devenir une base arrière si on n'y prend pas garde de mouvements radicaux, islamistes. L'historien que vous êtes, vous êtes penché alors, des nuits et des jours entiers sur les archives Focard. C'est quoi ce pays pour la France, puisqu'on nous dit que c'est le précaré? Ce que vous nous dites souvent dans la revue L'Histoire, il y a un papier, vous dites c'est le précaré. C'est quoi le précaré? Ça veut dire quoi? Le précaré, c'est supposé être, c'est un terme emprunté à Vauban, hein, dans sa correspondance à Louvois, c'est censé être le domaine de sécurité parfaitement tiré au cordeau, où la France règle son influence. Alors disons que pour la période Focard, on a un système intégré où l'économie, la sécurité militaire et la politique fonctionneraient de pair. Et puis à la faveur de la fin de la guerre froide, on va avoir un changement de vitesse de chacun de ces, disons, principes de la France-Afrique. C'est-à-dire que l'économie va de plus en plus s'émanciper face à une autre concurrence. La chute de l'Union soviétique et de tous ses satellites va mettre en cause une nouvelle géopolitique avec la fin de l'argument anticommuniste, etc., etc. Et là-dedans, le problème, c'est que la RCA était jusqu'en 1998 et à la décision de Lionel Jospin, la base arrière de la guerre française au Tchad. Oui. Et il y a la fermeture de Bangui et Bouar, les deux principaux camps en 97-98, qui là pour le coup changent radicalement puisque en même temps... Il restait 400 soldats, je crois, de troupes. Tous les... Au-delà de ça, c'était des bases permanentes. C'est-à-dire que la France avait donc une capacité de transit et de projection sur Voilà, fermée en 98. Donc ça veut dire que le point d'appui français en Afrique centrale, c'est Libreville. Que naturellement l'arbitrage de la France dans les conflits internationaux change. On passe d'une culture de base permanente à des projections, des opérations extérieures. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus coûteux. Ça pose du coup la question. Vous l'historien, est-ce que c'est une manière finalement de perdre de l'influence? Moi j'ai lu le rapport sénatorial là, qui est sorti lors du Bockel où on nous dit que la France perd de l'influence en Afrique. C'est pas le seul sujet. Excusez-moi de... Non mais allez-y. Si on se glorifiait de n'avoir que pour seule influence des bases arrières militaires qui de fait plaçaient, sans le dire, des régions sous protectorat français, eh ben, je ne veux pas cette influence. La vraie influence française, elle doit... Sous protectorat. Elle apportait une stabilité et une paix à des régions. Vous le déplorez, c'est autre chose. Bien sûr, non, mais je vais aller au-delà. Moi, je partage votre point de vue. Parce que, non, mais attendez, regardez la totalité du spectre. Il y avait effectivement ces bases, mais il n'y avait pas que ça à cette époque. Il y avait aussi la coopération. Et donc, c'était... Oui, mais c'était... Ah non, mais les deux vont de pair, les deux s'emboîtent. Pour moi, ça allait de pair. Et je peux vous dire que de l'expérience des pays africains, mais vous devez avoir la même. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné tout à l'heure, on a été applaudi, ovationné quand on est arrivé au Mali, on l'est aujourd'hui à Bangui. Et moi, chaque fois que je suis allé en Afrique, que j'ai discuté, et Dieu sait que j'étais dans tous les conflits, je peux vous dire que les Africains, les cadres africains notamment, ont regretté le temps de la coopération. Voilà, qu'il soit civil ou militaire, je veux dire. D'ailleurs, on y reviendra. C'est quoi le mot coopération pour vous? Je ne sais pas si vous avez la même définition du mot coopération. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait des coopérations techniques, il y avait de nombreux enseignants, il y avait de nombreux formateurs dans de nombreux... Donc c'est une perte d'influence de la France sur tous les domaines en Afrique. Mais on peut très bien avoir une belle ambition de coopération, de co-développement partagé. D'ailleurs, c'était à l'ordre du jour du sommet Afrique-France. Après, il faut que ça suive. Et avoir la décence de considérer que ce n'est pas à la France d'avoir des opérations militaires dans un autre continent. On peut considérer qu'à terme, on a deux fronts ce soir. C'est quand même que ce soit les Africains eux-mêmes qui prennent en charge. Ce soir, on a deux fronts, on a le Mali et on a la Centrafrique. Et on fait le même constat. L'Afrique est aujourd'hui malheureusement incapable de se défendre. Je peux me permettre, Abdelkérim, allez-y, intervenez, parce qu'on est au cœur du débat. Puis j'avais quand même l'intervention de François Hollande de jeudi qui parle du président intérimaire et qui n'a pas fait le boulot, et on reviendra sur sa petite phrase, mais en tout cas, elle suscite quand même l'émoi à Bangui, et le président intérimaire a dit que le chef de l'État s'était mal exprimé, qu'il n'avait pas tout à fait dit ça. Abdelkérim, je vous salue, posez votre question, intervenez en direct dans l'émission. Oui, moi je suis vraiment sidéré de voir ce qui se passe. On se pose toujours la question maintenant, mais si la France doit intervenir, pas intervenir. Et que si les Africains ont demandé la France qu'intervienne. Rappelez-vous juste que l'Afrique a ses institutions. On a l'Union africaine, on a nos forces à nous, l'Union africaine a tout ce qu'il faut pour que les crises soient corrigées. Mais le problème, c'est qu'on n'y donne pas les moyens. À chaque fois qu'il y a une crise, on fait le travail à la place de l'Union africaine et de ses institutions. Comment voulez-vous qu'on peut faire quelque chose? Et après, on se pose la question, mais à chaque fois, mais pourquoi la France intervient? C'est parce que la France, elle veut intervenir. C'est ça le problème.
Aujourd'hui, qui intervient en Centrafrique? Et avec quelle force on utilise? Regardez, les forces de la FOMAC, le Tchad, le Congo, le Cameroun et l'Ouganda ou les autres, ce sont des pays qui déstabilisent ces mêmes pays. Idriss Déby aujourd'hui est responsable, c'est lui qui a renversé Bozizé avec les rebelles de la Séléka qu'il a soutenu. Et on utilise les mêmes forces pour encore trouver la solution. Pour moi, ça, c'est la France-Afrique, c'est ça. Il faut éviter ces pays dictatoriaux pour résoudre des problèmes, des crises politiques dans d'autres pays. Sinon, c'est toujours la même chose qui va se reproduire. Merci Abdelkarim. Dernièrement, en fait, une dernière chose, c'est dire qu'il faut toujours passer par les institutions africaines si vous ne voulez pas avoir des crises et si vous ne voulez pas que la France intervienne. Mais ça, c'est ce que dit Abdelkarim. On est dans la France-Afrique, puisque pour le coup, il y a des institutions qui se délitent, des armées, on l'a évoqué. C'est un mot un peu sensible, parce que souvent, il suscite soit les départs de ministres. On se souvient de M. Bockel qui avait jeté ce mot, pouf, il était parti. Jean-Pierre Cotte avant lui. Pourquoi pas assumer, après tout, la place de la France sur ce précaré, sur cette zone historique sur laquelle on a une influence? Est-ce que c'est douloureux, compliqué de dire les choses de cette manière, ou est-ce que c'est faux sur le plan même historique? Isabelle Lasserre. En même temps, je crois que là, c'est quand même relativement mieux assumé, c'est clair. Il me semble, Ouais. depuis 2 ou 3 ans maintenant. La France est toujours le gendarme de l'Afrique, certes, mais elle l'est quand même de façon contrainte. Elle l'est malgré elle. Après, la France est une puissance militaire, c'est une des 2 puissances militaires de l'Europe. Elle a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est la seule à pouvoir faire le job. Donc, quel est effectivement, quel est le problème? Le problème, il est ailleurs. C'est que c'est possible, ça, à partir du moment où ces opérations sont financées par l'Union européenne, par exemple. Ce qui n'est pas le cas. C'est possible si on n'avait pas coupé 80 000 postes en deux réformes dans les armées françaises. Ouais. Et cette posture qui est d'intervenir pour des bonnes raisons, qui sont soit des raisons humanitaires, soit des raisons sécuritaires et qui ne concernent pas seulement le continent africain, mais aussi l'Europe, parce que la France fait aussi le job pour les Européens. Elle n'est tenable que si les Européens participent financièrement. Et je ne sais pas, vu l'état de la LPM aujourd'hui, combien de temps on pourra avoir plusieurs fronts à la fois. Un petit mot sur ce qu'a dit le chef de l'État, parce qu'après j'ai envie de revenir sur le débat Séléka, la question musulmane, la question religieuse qui est importante. On peut juste revenir sur ce qu'a dit votre auditeur. Oui. Parce qu'il y a une chose quand même à comprendre. Il dit, à juste titre, normalement c'est à l'Union africaine et c'est aux institutions de la région de pouvoir prendre intervenir. leur destin en main. Et il a raison. Il faut savoir pourquoi les États sont si faibles. Et je voudrais quand même rappeler... Je dis que c'est un peu de la faute... Enfin, je sais pas, je veux pas paraphraser, mais c'est un peu de la faute de la France, quoi, finalement. Moi, je vais vous donner une autre lecture. Bien sûr que la France a été en partie responsable, donc elle a une part d'irresponsabilité dans la situation. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des dirigeants qui sont responsables, il y a des institutions internationales qui sont responsables. Mais je voudrais donner quand même un exemple, je le livre au débat. Ça mériterait un jour sans doute qu'on en reparle. Dans les années 90, il y a 2 mouvements qui se percutent. Le premier, c'est l'accélération des élections et d'un processus démocratique. Je vais vite dans les termes. Bon, des élections qui fleurissent un peu partout. Et des dictatures qui sont confrontées à cette accélération électorale. Et de l'autre côté, le FMI, qui oblige et qui contraint les États à des ajustements structurels et qui tue les États. Et au moment où vous avez l'affirmation politique qui est sur le devant de la scène, vous avez des États qui sont fracassés parce qu'on leur dit vous allez être en situation de sous-investir dans vos capacités régaliennes, dans vos services publics, dans vos écoles. Je vous donne des exemples très simples. Je vous en donne un qui n'est pas dans cette région mais qui vaut pour tous les pays ou presque. C'est Sénégal, Saint-Louis, Dakar, un train. Suppression de la ligne de train qui relie les deux. Saint-Louis se retrouve plus près de la Mauritanie que de sa propre capitale. Les conséquences sociales, culturelles, politiques sur toute la zone sont énormes. Et dans toute la sous-région, vous êtes confronté à cette contrainte-là qui a totalement coupé les jambes d'un continent africain qui était pourtant en plein réveil. Et ça, peut-être que ça pose aussi la question de la souveraineté économique, du développement souverain du continent africain, et la CEDEAO et d'autres zones régionales commencent à s'y atteler sérieusement. Et c'est là qu'il faut les aider. Ce petit tweet, je vous le soumets, Guy Tessier et Jean-Pierre Batte, ne vaudrait-il pas mieux entretenir des relations commerciales équitables, puisqu'on a beaucoup de tweets qui passent ce soir, laisser l'Afrique se développer sans être pillée par la France et les pays européens, des relations commerciales équitables avec l'Afrique subsaharienne. Jean-Pierre Batte, juste sur l'histoire de notre relation, on l'a entendu, c'est une histoire très forte, ce fameux précaré dont on a parlé, mais qu'est-ce qu'on va y chercher dans ces pays d'Afrique ? En premier point, ce qu'allait en tout cas y chercher Focard, c'était très clairement, à la demande de De Gaulle, l'influence, la capacité de puissance de la France à l'international. Sans l'Afrique, la France est reléguée au mieux à un acteur européen, au pire à une puissance fracassée par 2 guerres mondiales
qui n'a plus aucune voix internationale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est De Gaulle donne comme mandat que la décolonisation de l'Afrique doit se faire sur un scénario contraire, si tant est qu'on puisse le dire, en tout cas pour le pétrole, à la décolonisation de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une sécurité, qui est une forme, au début, de monopole énergétique à travers essentiellement le pétrole et l'uranium, pour qu'il y ait une sécurité énergétique. Pour être très clair, le Niger tombe, il n'y a plus de lumière en France. Faut quand même voir les choses en face. Quoi. Donc vous nous relisez la guerre au Mali, là, dernièrement, d'une autre manière. Non, mais je sais pas si... Guy Tessier, c'est intéressant ça, parce que les journalistes, les hommes politiques, quand un historien dit ça, c'est un peu effrayant, quoi. C'est très intéressant. Le président Issoufou est renversé. Si je peux juste me permettre, le véritable problème, et ça c'était dès le coup d'État au Gabon en février 64, c'est de savoir, quand on fait une intervention militaire, est-ce que derrière on fait du nation building? C'est-à-dire, est-ce qu'on reconstruit un État sur, peut-être pas les bases de l'intervention, mais en tout cas sur le scénario qui est monté. Et toute la question, c'est savoir, est-ce que l'intervention, de manière directe ou indirecte, promeut un homme politique ou non? Voilà. Vous avez une réponse ce soir? Parce que là, on entend le président Hollande jeudi qui dit le président intérimaire ne tire pas ses troupes. C'est un signal forcément mal interprété en Afrique, puisque ça signifie que la France intervient pour changer un chef d'État. C'est vécu comme ça. Il est un homme, François Hollande, ou pas, selon vous? Est-ce qu'il a quelqu'un dans la Manche, là? Non, je ne suis pas là sur l'Afrique. C'est peut-être l'ancien ministre de l'Intérieur, je crois. Mais enfin, moi, ça me paraît quand même terrible de dire ça. De dire ça de cette manière. Parce que si ça, c'est pire que... C'est une ingérence, là, excusez-moi. Voilà, mais c'est le mot. C'est une ingérence. C'est pire que la Franc-Afrique ou l'Afrique de papa. Ça veut dire, celui-là, il n'est pas bon, on le déboulonne, on mais c'est ce qui va se passer, Guy Tessier, si j'entends bien la déclaration de François Hollande. C'est possible qu'il en soit ainsi. Mais enfin, c'est franchement catastrophique pour des gens qui, dans le passé, ont été des moralistes à propos de l'Afrique. Quant à ce que vous dites, monsieur, moi, je partage ce point de vue. Je pense qu'il n'est pas fou. Et qu'il y avait cette volonté. Mais je pense que l'ensemble des pays européens qui ont été colonisateurs, que ce soit la Belgique, que ce soit les Britanniques, que ce soit nous, on a à peu près eu tous les mêmes comportements. Alors, je voudrais rendre grâce aussi au général de Gaulle. Même si on n'a plus de pétrole au Niger, on avait quand même, grâce à lui, quelques centrales qui nous permettent de rester dans la lumière. Isabelle Lasserre, on parle de l'enjeu politique, parce que je voulais avancer sur les déclarations de François Hollande. Comment vous l'interprétez, vous? C'est de l'ingérence, on a le sentiment comme ça que... je ne sais pas si c'est de l'ingérence ou pas. La seule chose qui soit certaine, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire totalement réussie et viable sans solution politique derrière. C'est un leurre. On ne peut pas gagner la guerre uniquement avec des tanks et des avions. Donc il faut une solution politique derrière. Donc le nation building, bien sûr, mais là on a un État qui est complètement effondré. Les armées de la Centrafrique, les armées africaines, elles sont à l'image du pays. Elles sont effondrées. Mais ça se compte en années. Et ça coûte très très cher. Oui, mais ça coûte très très cher. Ah, mais ça, vous soulevez un vrai sujet. C'est sans doute le principal sujet, si je peux me permettre. Moi, je suis d'accord avec vous. Complètement. Dans ce domaine comme dans d'autres, si on veut préparer, si on veut se préparer au monde de demain, dans tous les domaines, il faut investir. Or, pour l'instant, on se désengage financièrement dans à peu près tous les domaines. Vous voyez que ça rejoint ce que je dis, la perte d'influence française, elle est concrète. Ça, c'est un vrai sujet, mais ça vaut d'ailleurs pas que pour la France, ça vaut pour l'Union européenne. Vous l'avez dit très justement, si l'Union européenne, il faut qu'elle ait une cohérence ou alors au moins une décence. La cohérence, c'est dire... On a des tweets sur l'Europe. C'est aussi en notre nom, donc on paye aussi. Voilà. La décence, c'est de dire, si on ne paye pas, au moins, on retire le coût de votre intervention militaire du calcul des déficits. C'est l'un ou c'est l'autre. Je peux vous soumettre, c'est exactement ça. On ne veut pas que la France joue aux gendarmes, mais de l'autre côté, l'Europe est absente. La France fait son devoir. Je vous le relis, ce tweet. On ne veut pas que la France joue aux gendarmes, mais de l'autre côté, l'Europe est absente. La France fait son devoir, nous disent Tweetos. Aucun pays européen ne fera mieux le job en Centrafrique et au Mali que la France. Donc laissons à la France ce qui relève de son domaine de compétences. Mais ça ne peut pas durer si l'Europe ne participe pas à l'affaire. On ne peut pas assurer la sécurité de l'Europe et payer pour l'Europe. Si je vous entends bien, après la Centrafrique, il y a d'autres conflits qui s'ouvrent. Est-ce que la France va partir, je sais pas, au Soudan? Est-ce qu'elle envisage d'aller... Il y a un autre conflit qui s'ouvre, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une crise là qui est en train de gonfler et qui risque d'exploser si on ne la gère pas. C'est le sud de la Libye, qui est devenu à nouveau un espèce de trou sécuritaire sur lequel l'État n'a absolument aucune influence et qui aujourd'hui a vu se rejoindre des milices diverses et variées
armés, des groupes islamistes, terroristes, tous ces gens sont surarmés, etc. Et ils circulent là, et le truc est en train de grossir, comme il avait grossi à l'époque au nord du Mali. Et là, c'est super compliqué, parce que les relations sont pas très simples avec le pouvoir central libyen. Il n'y a pas de droit de suite, officiel en tout cas, pour aller poursuivre ces groupes djihadistes au sud de la Libye. Et si on fait rien, dans 2 ans, ce sera la même chose qu'au nord du Mali. Jean-Pierre Bade, juste un petit mot avant qu'on écoute Laurent Fabius, c'est sur une interview ce matin sur France Inter, parce qu'il s'est exprimé sur ce conflit. On parle beaucoup d'Afrique. L'Afrique avait un peu disparu des débats d'actualité, puis depuis plusieurs mois maintenant, c'est le retour de l'Afrique. Comment l'historien le voit, le ressent? Parce qu'on parle beaucoup d'Afrique, d'intervention militaire, de guerre, de coopération. Il y a des médias. Très clairement, ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, j'ai plutôt vu une continuité générationnelle, c'est-à-dire que dans les années 90, il y a la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient de gauche ou de droite, plus ou moins tenant d'une politique gaulliste ou néo-gaulliste à la Foccart, sont lentement débarqués. D'ailleurs, ça se fait au début des années Chirac. Et puis, ce sont d'autres personnes qui sont promues. Dans les faits, la question était de savoir quelle était la rentabilité de l'action française pour qualifier sa puissance en Afrique. Et c'est clair qu'on revient à la question économique. Ouais. Quel est l'investissement qu'on fait en Afrique ou non, voilà. C'est ce que vous avez dit un peu avec Périm tout à l'heure. C'est pas que l'effet loupe des médias, c'est qu'il y a Al-Qaïda en Afrique et qu'on a des otages. Oui, mais il y avait quand même la DRM, la DGSE, le COS continue à travailler là-dessus. Hein. Ils suivaient parfaitement et personne ne regardait, c'est tout. Avant d'entendre Laurent Fabius, juste un petit mot, puisqu'on est sur Al-Qaïda, il y a un débat, puisque le commandant ou le colonel qui dirige ces troupes, ex-Seleka, c'est un peu compliqué, mais ce sont les troupes qui se battent et qui vont être désarmées probablement par l'armée française. Le commandant explique que oui, ils sont musulmans pour Yamir Shahi, mais que ils ne sont pas infiltrés par les wahhabites, par des mouvements radicaux. Sur ce point-là, parce qu'on a déjà là un débat entre les chrétiens majoritaires dans ce pays, le Centrafrique, et les musulmans, est-ce qu'il y a une guerre de religion qui est en train de se dessiner, ou est-ce que là on est sur un faux débat? Parce que ça commence à monter, comme on dit sur les sites internet, et ce commandant se défend d'ailleurs ce soir en disant nous, on n'est pas infiltrés par les wahhabites. Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas, parce que je me méfie toujours des communautarisations, des ethnicisations, ou des religions, comme on dit, du barbarisme, de la religiosité affirmée, des guerres de ce type-là. Et en plus, je ne sais pas. Je n'ai pas assez il y a des pays que je connais, la Centrafrique, je ne le connais pas dans le détail, et je ne saurais pas dire exactement ce qu'il en est. Et je pense que l'affrontement entre musulmans et chrétiens est une vision bien simpliste de contradiction, à mon avis, bien plus profonde de cette société, et elles ont été évoquées ici. Isabelle Lasserre-Guitessier, sur ce point, parce qu'il y a ce débat, les chrétiens sont majoritaires, et effectivement, ex-Seleka sont des musulmans. Très largement, 80%, je le disais tout à l'heure, mais et donc c'est pas 90% contre 10, hein, vous me le confirmez, c'est pas... Non, c'est plus compliqué que ça. Je pense en plus que la Seleka n'est pas c'est très hétéroclite. Oui, c'était tous les opposants, c'est voilà, ça. Ils sont dans la Seleka, ils sont majoritairement musulmans. Mais il y a aussi des coupeurs de route, des bandits de chemin, c'est ce qu'explique le commandant, des mercenaires, des pillards. Bref, ça rappelle les hordes du Moyen-Âge, quoi. Hein. Donc on rejoue la scène, je dirais, et ils sont majoritairement musulmans. C'est vrai que les derniers jours, les événements de ces derniers jours, avec ces massacres dont vous avez parlé en début d'émission, ont amené dans le jeu horrible du massacre et donc de la vengeance qui va de l'un à l'autre. Ça s'est terminé effectivement par des massacres d'abord de chrétiens, et les chrétiens ont monté des milices qui se venaient. Voilà. Et donc ça prend une tournure de religiosité. Voilà. Isabelle Lasserre, vous êtes d'accord? Il y a eu des règlements de compte et des vengeances qui ont fait que des deux côtés... Le conflit a une dimension ethnico-religieuse. Maintenant, il n'y a pas Al-Qaïda en Centrafrique, pour l'instant. C'est aussi pour prévenir ça qu'on est intervenu en Centrafrique. Et c'est aussi pour ça que les militaires français pensent que ça va être plus facile qu'au Mali. On ne combat pas contre des barbus en Centrafrique. Donc il n'y a pas la dimension fanatique de... Il fallait 1200 hommes, parce qu'il y avait déjà nos hommes, les 400 hommes qui étaient stationnés à Bangui, ça ne suffisait pas. Non, mais c'est une question... On a quand même obtenu que la force africaine, pardon, je perds mes mots, passe à 6000. C'est quand même une victoire, ça. C'est-à-dire qu'on parlait depuis tout à l'heure de l'implication des forces africaines. Si elle monte jusqu'à
En tout cas, si C'est elle ce qui a été arrive à annoncé. atteindre le chiffre C'est ce qui a décimé. Parce été qu'au annoncé. Mali, Ce petit tweet, juste pour le méditer avant d'écouter Laurent Fabius, c'est un tweet de MIPS, alors voilà, c'est son code. La stabilisation humanitaire et politique est assurément valide, mais la RCA risque d'être notre Afghanistan. Écoutez Laurent Fabius, on médite cette petite phrase parce qu'on a parlé du bourbier, de l'idée que les choses durent et s'enlisent, puisque François Hollande souhaite que les choses aillent très vite. Écoutez Laurent Fabius ce matin sur France Inter, il évoque un point précis parce que c'est un point qui intéresse les Français, c'est le coût de cette guerre, ça intéresse les Français. Écoutez, il répond. En général, les interventions ont un coût. Celle-là, en Centrafrique, aura un coût minime puisque nous utilisons des troupes qui étaient déjà sur place, si je peux dire, dans les endroits voisins. Et d'autre part, l'Europe en particulier va financer tout cela. Mais il faut avoir à l'esprit aussi le coût de la non-intervention. Si on n'intervient pas ou si on n'intervient pas rapidement, en plaçant sur le seul terrain financier, ça risque de coûter encore plus cher. Si au lieu d'avoir quelques centaines de tués, on a des milliers ou des dizaines de milliers de tués, de toutes les manières, il faut intervenir. Il n'y a pas que l'aspect financier, bien sûr, parce que la France doit rayonner, doit remplir ses devoirs internationaux, mais même sur le plan financier, ne pas intervenir risque souvent de coûter plus cher. Juste notre sentinelle Abdelkérim, sans piquer une grande colère, hein, mais vous êtes intervenu tout à l'heure, on vous a entendu, mais ne pas intervenir aurait coûté plus cher, dit le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous avez envie de dire et de lui répondre? Non, non, je ne suis pas en colère, c'est l'émotion, c'est deux choses différentes. Non, non, mais c'est pas, il faut voir là, moi je ne vois pas que c'est une histoire de coût. C'est pas une histoire de coût, c'est une histoire de contexte. Si la France a décidé d'agir en dernière minute pour régler le problème, je suis certain que la France est au courant de ce qui se passe depuis très longtemps, depuis le début. Si on veut régler le problème des coûts, dans ce cas-là, il faut intervenir depuis le début, en sachant très bien que ces bandes armées de la Séléka qui ont pris le pouvoir, on sait très bien qu'ils ne savent pas gérer le pays, on sait très bien où ils vont. C'est ça la question. Si c'est un problème de coût, il fallait intervenir bien avant même la crise. On attend qu'on est au bord du gouffre, on dit on intervient, ça fait moins cher. Guy Tessier dit que vous avez entièrement raison. Voilà, donc il y a un échange entre les invités et le sentinelle. Jean-Pierre Batte, dites-nous. On sauvait Bozizé. Voilà. Là, on était dans la France-Afrique Dites-nous. de manière caricaturale. Monsieur Bozizé, que Bozizé soit destitué pour qu'on mette apparemment quelqu'un qui est un fantoche et à plein qui ne fait pas intérimaire par le l'affaire. président de la République. Bon. Il fallait soutenir Bozizé, il fallait sauver Et les Bozizé. massacres d'il y a 3 jours. Quoi. Il y a tout de même un moment qui a été Monsieur oublié, Bozizé c'est que il est revenu en France, il est en France, on ne sait pas trop où il est. Il aurait été accueilli en France, dit-on. Ah, mais il a été vu aux Non, mais je vais obsèques- embarrasser personne. Il mais a été vu aux obsèques de Jacques Vergès. Jacques Vergès, Déjà, donc il c'est était un en fait, France. hein. D'accord. Et il a pris des contacts pour voir s'il pouvait faire son retour. Son et retour. on lui a fait poliment savoir que c'était pas la peine. Bon, en Donc revanche, il est probablement en France. En revanche, il y a un petit point qui a été oublié, c'est que le 11 janvier, le jour où Serval est déclenché, simultanément l'accord sur la RCA a été conclu sous les auspices de Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby Itno et hébergé à Libreville. C'était le fameux accord où on avait fait passer l'actuel Premier ministre de RCA par une petite escale à Brazzaville pour expliquer que le scénario de sortie de crise pour sauver ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire la vague existence d'un État comme base de dialogue en RCA, s'est joué là. Et personne n'y a fait attention. Donc parce que c'est le Denis déclenchement de Sassou Serval- Nguesso qui peut aussi tirer les ficelles de ce dossier. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on ne peut pas présenter un État africain dans la zone indépendamment des autres, ou en tout cas sur un effet d'aubaine en disant tiens, un tel a fait une action. Le jeu de chat et de souris entre la RCA et le Tchad, ça existe depuis toujours. Quand Bokassa voulait avoir un droit de regard sur le Tchad, il armait une équipe du On Frolinat. en a parlé de Bokassa, Et quand il y d'ailleurs, avait un problème, ouais. il lâchait son chef de la sécurité, qui était un Français, pour dire regardez, je le rends à Tombalbaye, vous pouvez un peu le On n'en a coxer, pas quoi. parlé, pourtant c'est quand même presque, j'allais dire, presque une image d'Épinal, enfin l'image qui colle à ce pays. Bokassa, sacré empereur avec l'aide de la France, c'est ce que vous dites dans la revue L'Histoire, donc si je vous ai bien lu, la France n'a pas aidé financièrement, mais a plutôt aidé à mettre des chevaux et de l'organisation. Mais Et puis elle a validé. 2 ans plus tard, Bokassa est renversé par Valéry Giscard d'Estaing. Non mais pour resituer un peu l'histoire de ce pays, c'est un pays chaotique quand même, la Centrafrique, qui a une relation compliquée avec la France. Hein. Oui, indiscutablement. Non mais c'est intéressant de se rappeler ce petit événement historique. Le contraire, oui, bien sûr. Enfin, bon, la France a aidé Bokassa sûrement à prendre le pouvoir. C'est pour moi, ça remonte d'ailleurs avant Giscard. Hein. Et c'est Giscard qui a mis fin à cette pitrerie qui est devenue à l'image. On le voit sur ce trône.
est absolument ubuesque. quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire chaotique, compliquée? Est-ce que vous pensez, comme le disait notre tweetos, puisque vous avez médité pendant le Laurent Fabius, est-ce que c'est un Afghanistan? Est-ce que c'est un peu exagéré de le dire comme ça? Est-ce qu'on est en train de s'embourber en Centrafrique? Parce qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'armée, il y a des pilleurs, des coupeurs de route. Comment on fait concrètement là? L'Afghanistan, ça n'a rien à voir déjà. Non, mais déjà... c'est pour répondre aux tweetos. Oui, déjà on est complètement aux manettes en Centrafrique. En Afghanistan, on n'était pas. La stratégie était américaine, les troupes étaient américaines, Bon. on avait 5% du territoire. Aux manettes, ça veut dire qu'on peut remettre quelqu'un au Non, mais ça pouvoir? veut dire que c'est nous Non, qui c'est nous décidons qui- la stratégie nous sommes cadres dans l'opération à tenir. militaire. Donc c'est très différent. Non, je faisais le naïf. Et Non, mais- ensuite, il n'y a pas de talibans en Centrafrique, donc c'est pas du tout le même type Non, mais la de question, combat. Oui, Amir Chahi. je pense qu'il faut quand même se la poser. En tout cas, ça a été évalué, j'imagine, ne serait-ce que par les militaires. Et j'espère par les politiques. En tout cas, moi, je me la pose à la Commission des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y a un risque de bourbier, d'enlisement Est-ce qu'on a tous les tenants et les aboutissants? Moi, je pense qu'il faut se poser les questions les plus simplement possibles pour pouvoir associer l'opinion publique et faire une pédagogie aussi de ce qui est en train de se passer. D'abord, dans l'idéal, c'est pas à la France de le faire, mais on le fait parce qu'on est en situation d'intervention immédiate. Il faut que les De Africains... leadership, hein, disent les Américains. Il faut que les Africains prennent rapidement la main. 2, rien ne se fera, ou alors plus exactement, ça recommencera éternellement et perpétuellement, ici ou ailleurs, s'il n'y a pas une stratégie avec des moyens qui vont à la clé pour la reconstruction de la capacité des États. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est la responsabilité tant de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a beaucoup à faire en matière d'éducation, etc., que des institutions internationales dans le domaine de l'agriculture, en particulier, et Du développement de la coopération. et de la lutte Mais contre pour Amir Chahi, je vous pose une question simple. Est-ce que vous pensez que François Hollande peut choisir le futur président Il n'a ou pas à remettre le son faire. candidat? Il n'a pas à le faire. Non, mais Il c'est n'a cette pas à question le que je me la faire. pose. Oui, mais je comprends bien, mais il n'a pas à le faire. Et moi, il y a Bien sûr. ce n'est pas à la France de décider qui a gouverné. Qui est le bon, qui sera le bon Il y a déjà des président. critiques sur l'idée que François Hollande propose des élections en disant c'est le kit élection. Voilà, on met des soldats, puis derrière il y a le kit Je peux élection. revenir sur Oui. deux choses. Tout ici. D'abord sur les déclarations du ministre des Affaires étrangères. Bon, il a un don pour endormir, là. Alors c'était peut-être tôt le matin hein, quand il a fait Mais il cette avait la interview. réveillé, hein. Oui, j'espère. Bon. Mais enfin, dire que ça coûte rien ou que ça coûte pas cher, c'est pas vrai. Parce que quand les troupes sont prépositionnées, elles coûtent déjà cher. Elles coûtent cher. C'est le prix de notre présence en Afrique. Et ça coûte cher. Et quand elles interviennent, ça coûte encore plus cher. Bon, il ne faut pas dire n'importe quoi. Deuxièmement, je pense que le gouvernement est toujours obsédé sur le touch and go. Hein, c'est-à-dire, on arrive, on mitraille, et puis on repart vite. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'embourbe, il ne faut surtout pas qu'on fasse comme le gouvernement précédent en Afghanistan. Ça Donc, fait rire Jean-Pierre on y Batte, va. on va l'entendre. Mais enfin, a priori, au Mali, il n'a pas été question de retirer rapidement les troupes. Au contraire. Si. Oui, Pas dans du un tout. premier temps. Mais la Pas du réalité, tout. le principe de réalité Pas a du tout. rattrapé. Maintenant, on commence à dire que rapatrier c'est tout le monde. des- Souvenez-vous les paroles du ministre. il fallait aller vite, de la il a Défense. déchanté. Voilà, hein, Oui, 3 c'est ça. mois, 4 Non, mois, mais et puis on rentrait. qui a cru qu'on restait 3 ou Il 4 mois fallait qu'il reste Non, quelques... personne. C'est surtout ça, quoi. Qu'il y a que 3 Non, mais là, mois. c'est quand même pas. Il faut pas dramatiser non plus, parce que c'est pas une opération de l'ampleur de Oui, celle c'est du Mali. une chose, on devrait aller vite, 1200 militairement. hommes, c'est pas grand chose. Et de toute façon, même après, si on reste avec 500 hommes, ça fait combien de temps qu'on est à l'aéroport de Bangui avec les 500 hommes? c'est ce que je disais. Il faut pas. Oui, mais qui ne servait qu'à sécuriser l'aéroport et éventuellement Oui, à bah, exfiltrer nos petit mandat, mais je veux ressortissants, dire, c'est pas- enfin nos ressortissants, les autres d'ailleurs, tous ceux les qui binationaux, pouvaient, etc. Voilà, donc il y a une mission bien spéciale et qui n'a pas du tout de mission de maintien de la paix ou de rétablissement de la paix. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que moi je pense que sur le plan militaire, on va pouvoir probablement avoir des succès, je dirais, relativement faciles. Oui, Mais ce n'est pas la finalité, c'est ce que disait mon collègue. Ce qui compte, c'est après de stabiliser. C'est exactement Oui, le même qu'on revient à ma problème au Mali. question, Voilà. Et donc, à ce moment-là, il faudra d'abord que nous restions, et moi je pense, je partage à peu près le point de vue là qui a été développé par mon collègue, c'est que d'une manière ou d'une autre, il faut que nous mettions tout en œuvre avec les Européens pour revenir à un système de coopération. Je ne veux pas donner l'impression de retour c'est les en vœux pieux, ça, arrière. Guy Tessier, parce que les Mais, Européens bien sur le Mali, sûr. c'est pareil. Mais hein, non, mais si c'est pas avec eux, ça sera sans eux. Mais ça doit faire... Un ça- jour ou l'autre, Voilà. la situation peut s'aggraver. Or, c'est ça, On y a tous ou alors intérêt. les traductions concrètes du sommet Afrique-France qui dit on met tout sur le partenariat économique, sur le développement, etc. Au moment où il y a quand même Qui est la le nouvelle retour doctrine. de sociétés civiles, d'États qui se reconstruisent, parce que c'est pas la catastrophe partout, il y a quand même des choses intéressantes. L'Afrique Mais bouge. peut-être qu'il y a une chose qui nous permettrait de répondre, pas tout de suite, mais en tout cas de répondre sereinement à la question que vous posez. C'est un débat démocratique au Parlement. Je ne l'ai pas dit là, on va être associés demain, il y aura un débat sans vote. Je le dis, j'espère qu'un jour quand même, on arrivera à ce que le Parlement vote lorsqu'il s'agit d'envoyer
des troupes à l'étranger. Moi, j'espère Ça franchement vous qu'un convient jour... pas le débat sans vote? Non, je n'aime pas ça, parce que je pense que là... Il n'y aura plus d'intervention. Ouais, Voilà. attendez. C'est fini, il n'y a plus Ça- d'influence française. Ça se discute. Ça se Et discute. c'est le précaré Je du ne sais président, pas. par ailleurs, pour Je ne reprendre... sais pas. Désormais. Je pose quand même une question qui ne me paraît pas anecdotique ou accessoire. Le fait que dans une démocratie, la modernité commande quand même qu'une telle décision lourde de responsabilité ne dépende pas d'un homme, mais de la nation tout entière. Regardez l'Allemagne, Et donc, c'est catastrophique. Les Allemands, voilà, Attendez. j'allais le dire. Il y a des pays, Ils sont complètement- qui non, d'accord, il y a des pays, Oui, mais je m'excuse, mais récemment, rappelez-vous, sur la Syrie, les Britanniques comme les C'était États-Unis, pas syrien, hein. C'était Peut-être. l'exception syrienne peut-être, pour les mais Britanniques. parfois gagner sur un cas, c'est gagner sur la cause. Autrement dit, ça peut faire jurisprudence. Je comprends, moi, que ce soit compliqué, qu'on le Que les fera pas députés demain. votent, Je- donnent leur... Je le dis franchement, le Parlement est beaucoup plus associé Oui. depuis Ça risque de bloquer ces derniers effectivement temps. les interventions. Néanmoins, je pense qu'il faudrait aller plus loin et qu'il serait Vous- temps quand même qu'un jour, ce soit le Vous Parlement qui trouvez, décide. vous trouvez la France un peu trop militariste, si je vous entends ce soir? Est-ce qu'on est Non. un peu trop militariste? Je le redis. Non, je pense que la France, elle aimerait, enfin en tout Trop cas, je sais que engagée François sur le plan Hollande, militaire. il aimerait ne pas faire ça La prioritairement. France est une puissance Non, militaire, non, comme mais l'Allemagne est une puissance. C'est l'héritage de son histoire. comme C'est la France est une puissance militaire, économique. Elle assume ses responsabilités. Le problème, c'est que Et Jean-Pierre Batte, pour terminer. en Allez-y, Europe, allez-y, entre Isabelle les pays qui demandent l'autorisation au Parlement, ceux qui ne veulent pas se battre et qui sont pacifistes, et la différence de perception immense que les différents pays ont des menaces selon qu'ils sont au nord de l'Europe ou au sud, par exemple, le nord de l'Europe, la principale menace, c'est pas le Sahel, c'est la Russie. Au sud de l'Europe, Ça c'est le empêche pas le Sahel. Parlement français d'avoir une position Jean-Pierre Non, Batte, juste mais pour terminer. on est à peu près les seuls à pouvoir réagir rapidement. Le syndrome Foccart, c'est le titre de votre livre, je leur dis, qui est une bible. Mais l'avenir, là, vous le voyez comment en Centrafrique? Oula. Non, mais sans faire de boule de cristal. Non, moi, Est-ce il y a une chose qui qu'il y a me des frappe. élections qui auront lieu? On va installer un parlement, il y aura un président, le meilleur des mondes en Centrafrique? Le ou, meilleur du monde, certainement pas, et je ne saurais pas me prononcer sur la suite, mais il y a une chose qui me frappe. Jusqu'aux années 90, on faisait de la coopération militaire. À partir des années 90, on faisait OPEX. Et là, depuis... Opération extérieure. Opération extérieure. Et là, depuis 2013, on assume de faire des guerres. Voilà, on a des fronts, il y a des vocabulaires, des digues qui commencent à céder. Avec moi, il faut retourner à une forme de coopération d'une manière ou d'une autre. Économique, hein, j'entends, Ça, éventuellement militaire aussi. Mais qui risque, moi, je suis pas en on parlant, risque mais- d'accuser la France de nouveau Mais repartir. il y a un phénomène, en tout cas, assez surprenant, où, en tout cas, tout le monde commence à revenir sur le fait que la France a un rôle militaire et géostratégique en Afrique. C'est accéléré, reprend sa place. avec la doctrine Obama. À partir de 2008, les États-Unis se reculent, on rentre dans le commandement intégré de l'OTAN, et le vrai changement est là, c'est qu'on demande à quoi servent les Français dans la sécurité mondiale. il faut Et donc une on dit, ben, vous c'est force l'Afrique. africaine ou panafricaine. Chacun militaire. se découpe le territoire et Non, c'est parce l'Afrique. qu'après- parce C'est ce que disent les qu'après, on va Américains. faire un résumé en disant que c'est le congrès de Berlin à l'envers, mais c'est pas aussi caricatural. C'est pour La ça France qu'il faut reprend sa absolument- place en Afrique. Il faut absolument une force Il y a un panafricaine partage. militaire. Il faut Oui, que ça vienne mais- vite, mais parce que chers- sinon... mes chers collègues, vous savez bien que c'est un vœu qui remonte à Jospin. Mais il faut le Et faire. oui, non, mais d'accord, on n'y est jamais arrivé. En 10 ans, 15 ans, on peut y arriver. On n'y est jamais Euh, arrivé. 10, 15 ans, ne risque-t-on pas, alors là, on peut ouvrir un autre débat mais de 45 minutes et je vous réinvite, mais ne risque-t-on pas d'avoir tout le monde à dos à force d'intervenir systématiquement? Il n'y a pas ce risque-là? Non. Non, parce que c'est vrai comme on qu'on l'a vu, la et- Syrie, le président Non, voulait y mais aller non, aussi. non, parce que, comme on l'a vu, la Syrie, on n'y est pas allé, c'est plutôt tant mieux. Là, on y est allé, et je continue à penser qu'il fallait y aller, et que les populations nous accueillent, parce qu'ils sentent bien qu'il n'y a que la France qui peut les aider. Et si nous n'y étions pas, il n'y aurait eu personne. Isabelle Lasserre, pour Non, mais conclure. il y a un mandat international. Hein. Oui, Oui, bien sûr. L'ONU, Le problème est réglé on comme a ça. un mandat. C'est tout. Absolument. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés sur ce dossier. Il y avait une multitude de questions comme ça à brosser, des questions simples en apparence mais très, très complexes. Merci à Pouria Amir Chaïd d'être venu sur ce plateau, député socialiste des Français de l'étranger, cette très grande circonscription. Merci à Guy Tessier, député UMP des Bouches-du-Rhône. Merci Isabelle Lasserre. On voit votre livre parce qu'il a une incidence, on l'a vu en partant de la Libye jusqu'au Mali. Notre guerre secrète au Mali, chez Fayard, les nouvelles menaces contre la France. Et puis ce livre qui vient de sortir, dont on parle beaucoup, le syndrome Foccart, la politique française en Afrique de 59 à nos jours. Volumineux mais riche puisque c'est 10 ans de travail de chercheurs dans les archives Foccart et avec des témoignages de personnes vivantes. Merci d'être venu Jean-Pierre Batte. Merci à Abdelkerim d'être venu devant sa webcam, je le remercie. C'était pas de la colère mais de l'émotion. Et puis eh bien demain, nous sommes très en retard. Non, demain on parle de Nelson Mandela, je peux le dire. C'est important, c'est évidemment tous les chefs de l'État seront en Afrique du Sud en hommage à Nelson Mandela. On en parlera sur ce plateau en direct. Bonne soirée et puis à demain, évidemment.